coma neurologique. Ce terme nous plonge directement au cœur d'une urgence vitale, une défaillance cérébrale majeure qui requiert une compréhension et une prise en charge immédiate. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes sous-jacents de cet état d'inconscience profonde, ses causes diverses, les éléments clés de son diagnostic et les principes fondamentaux de sa gestion. Préparez-vous à une immersion intense dans la neurologie critique. Objectif pédagogique, ensemble, nous allons maîtriser la prise en charge du coma. Vous apprendrez à le reconnaître, à réaliser un examen clinique approfondi et à évaluer sa gravité. Surtout, vous développerez une démarche pratique pour en identifier la cause et mettre en place une stratégie de prise en charge efficace. Prêt à relever le défi de cette pathologie complexe? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du coma. Notre plan de cours est clair, nous débuterons par l'introduction et la définition, puis explorerons la physiologie de l'éveil et sa physiopathologie. Nous aborderons ensuite le diagnostic et l'évaluation de la gravité, complétés par les examens. Les causes non traumatiques seront détaillées, avant de discuter de la prise en charge et du pronostic. Un programme dense et fondamental nous attend. Conscience, en physiologie, n'est pas une notion philosophique mais regroupe l'éveil, la connaissance de soi et la perception de l'environnement. On caractérise différents états, les états normaux, présents durant l'éveil avec un métabolisme cérébral sain, et les états altérés. Ces derniers, souvent provoqués par des traumatismes, incluent l'évanouissement, la conscience minimale et l'état végétatif. Ce dernier est un point clé, il s'agit d'un état d'éveil où toute perception est absente. Vigilance, c'est l'attention soutenue et sa quantification, l'amygdale régulant nos réponses émotionnelles. La vie de relation, c'est l'ensemble des fonctions nous permettant d'interagir avec notre environnement, incluant la parole. Les fonctions végétatives, elles, sont non soumises à notre volonté, assurant l'homéostasie vitale grâce au système nerveux autonome qui régule et équilibre nos processus internes. Ces trois dimensions sont essentielles pour comprendre le fonctionnement intégré de l'organisme. Le cerveau, ce chef d'orchestre incroyable, est notre centre de commande. Sur cette diapositive, observez ces quatre lobes principaux, frontal, pariétal, temporal et occipital. Chacun a des fonctions spécialisées vitales. Le frontal gère la créativité et le contrôle moteur, le pariétal le toucher et la douleur, l'occipital la vue, et le temporal l'ouïe, la mémoire et les émotions. C'est un système coordonné qui orchestre toutes nos expériences. L'éveil est fondamental et est orchestré par la formation réticulée activatrice ascendante, ou FRA. Cette structure essentielle, située dans le tronc cérébral, est visualisée ici en rose puis en orange sur l'IRM. Elle projette vers le thalamus et le cortex, diffusant des signaux qui maintiennent l'état de vigilance. La FRA est en fait un ensemble de noyaux, comme les noyaux réticulaires et du raphet, agissant de concert pour nous maintenir éveillés et attentifs. Comprendre son fonctionnement est clé pour saisir les mécanismes de la conscience. Physiologie de l'éveil. Pour maintenir un état de vigilance normal, il est crucial d'avoir un fonctionnement optimal des deux hémisphères cérébraux ainsi que du système réticulé activateur ascendant, ou SRA. Ce SRA est un réseau dense de noyaux et de fibres nerveuses, localisés stratégiquement dans la partie supérieure du tronc cérébral, la protubérance, le mésencéphale, et le diencéphale postérieur. C'est en somme le chef d'orchestre de notre éveil. La physiopathologie du coma est très spécifique, pour provoquer une altération de la conscience, la lésion doit impliquer les deux hémisphères cérébraux ou affecter le système réticulé activateur. C'est un point clé, le dysfonctionnement cérébral doit être bilatéral. Une atteinte unilatérale du cerveau, bien que grave et causant des déficits neurologiques majeurs, n'est jamais suffisante à elle seule pour induire un coma. Retenez cette dualité. La topographie des lésions est essentielle en neurologie. Cette diapositive cartographie les niveaux clés du système nerveux central, du cortico-sous-cortical au diencéphale, puis au tronc cérébral, incluant le mésencéphale, la protubérance et le bulbe. Observez la traversée des voies motrices et sensitives. Une lésion à l'un de ces étages, comme le thalamus ou le noyau lenticulaire, aura des conséquences neurologiques très spécifiques. L'enjeu est de localiser précisément l'atteinte pour un diagnostic juste. Un coma est la suppression de la vigilance, composante essentielle de la conscience. Il résulte d'une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante, le FRA, localisée dans le tronc cérébral et le diencéphale. C'est le support neurophysiologique de la vigilance qui est altéré. Retenez bien, un coma est toujours une urgence absolue, à la fois diagnostique et thérapeutique. Il faut agir vite.
Le coma correspond à un état de non-réponse profonde où le patient ne peut être éveillé, les yeux restant fermés. Ces causes peuvent être structurelles ou non, comme des troubles toxiques ou métaboliques. Le diagnostic est clinique, mais l'identification de la cause nécessite des examens biologiques, neurophysiologiques et d'imagerie. Le traitement est crucial, il implique une stabilisation d'urgence des signes vitaux et une prise en charge spécifique de l'étiologie. Pour un coma chronique, la kinésithérapie passive, la nutrition entérale et la prévention des escarres sont essentielles. Le diagnostic positif est purement clinique. Il peut survenir d'emblée ou être précédé d'obnubilation ou de stupeur. En cas d'obnubilation, le patient répond encore aux ordres complexes, mais plus lentement. Lors d'un état stuporeux, la réactivité aux stimuli simples comme l'appel du nom persiste, se manifestant par un geste ou une parole. Finalement, en coma, seule une réaction aux stimulations nociceptives est obtenue, sauf dans le coma dépassé où toute réponse est absente. Comprendre ces nuances est vital pour évaluer le niveau de conscience. Anamnèse, c'est l'enquête essentielle. On identifie le patient grâce à tout indice, puis on interroge l'entourage, le personnel médical et les témoins pour comprendre les circonstances. Le cœur de l'anamnèse couvre l'évolution du problème, l'état mental, les infections, voyages, ingestion, symptômes psychiatriques, médicaments, alcool et drogue. N'oublions pas les maladies systémiques et les pressentiments sur la cause. Chaque détail est une pièce cruciale pour notre diagnostic. Examen clinique d'un patient comateux, un sujet crucial. Pour une évaluation rapide et efficace, nous allons aborder 4 piliers. D'abord, le niveau de conscience, c'est votre point de départ. Ensuite, la motricité est fondamentale pour orienter votre diagnostic. N'oubliez pas les signes faciaux et oculaires, des marqueurs essentiels d'éventuelles lésions du tronc cérébral. Et bien sûr, une surveillance attentive des signes neurovégétatifs est indispensable pour les fonctions vitales. Ces éléments, évalués systématiquement, vous guideront vers la prise en charge adéquate. Allons-y. Abordons maintenant les 4 piliers fondamentaux de notre évaluation clinique initiale. Le niveau de conscience, absolument primordial, est notre premier indicateur clé pour comprendre l'état du patient. Nous examinerons ensuite la motricité, essentielle pour détecter toute atteinte neurologique. Les signes faciaux et oculaires nous fourniront des informations précieuses sur les fonctions des nerfs crâniens. Enfin, les signes neurovégétatifs compléteront ce tableau, nous aidant à évaluer les réponses autonomes. Ces éléments combinés guideront notre diagnostic et nos actions immédiates. Le niveau de conscience. L'évaluation de la vigilance, notamment via l'échelle de Glasgow, est primordiale. Un coma est caractérisé par l'absence de réponse aux commandes, d'ouverture des yeux et d'émission de mots, avec un score de 8. Attention au diagnostic différentiel, un patient qui bouge ou ouvre les yeux mais ne parle pas peut souffrir d'aphasie ou de mutisme akinétique. La résistance active à l'ouverture des yeux suggère un coma hystérique. Recherchez toujours des éléments d'orientation étiologique pour la prise en charge. Motricité. Pour un patient, c'est crucial. Nous devons d'abord apprécier la profondeur du coma et identifier d'éventuels signes de focalisation, comme une hémiplégie. Ensuite, nous allons évaluer la réaction motrice à la douleur. C'est une technique essentielle. On stimule des points clés, comme le sternum, et on observe la réponse, est-elle adaptée, orientée, ou voit-on apparaître des rigidités de décortication ou décérébration, qui traduisent une atteinte cérébrale significative. L'absence de toute réactivité est bien sûr une information majeure. Comparons l'éveil facial à la réactivité motrice à la douleur. Quand une réponse motrice est absente, l'éveil facial devient un indicateur diagnostique crucial. S'il est positif, pensez à une fracture cervicale. En sédation profonde, l'éveil facial peut être fluctuant, révélant une fenêtre de réponse. Son absence complète, couplée à l'absence motrice, évoque un coma dépassé, à confirmer par EG. Attention, une neuropathie de réanimation peut également brouiller les pistes, surtout après un séjour prolongé. Les signes neurologiques sont fondamentaux pour notre diagnostic. Retenez la raideur méningée, évocatrice d'hémorragie ou de méningite. Ensuite, des signes focaux comme une déviation oculocéphalique, une asymétrie de tonus ou des réflexes ostéotendineux anormaux indiquent une atteinte cérébrale. Soyez aussi attentifs aux lésions focales, qu'elles soient intra- ou extracérébrales, incluant hématomes ou tumeurs. Enfin, tout mouvement anormal, des crises épileptiques ou myoclonies, est un signal d'alerte. Ces indicateurs sont essentiels.
Les signes faciaux et oculaires sont des indicateurs essentiels. On commence par la mimique faciale, comment l'observer? Sa présence est un signe rassurant d'activité corticale, mais il est capital de vérifier sa symétrie. Ensuite, nous avons le réflexe fronto-orbiculaire. Après avoir maîtrisé sa technique d'évaluation, retenez que sa disparition est significative, elle indique une atteinte sous le niveau diencéphalique. Ces deux éléments sont fondamentaux pour votre pratique clinique. Aujourd'hui, nous abordons un point clé de l'examen neurologique, les pupilles et leurs réflexes photomoteurs. Systématiquement, évaluer leur taille myosie, normale ou mydriase et leur symétrie. La réactivité est essentielle, testez le réflexe direct, n'oubliez jamais le réflexe consensuel et portez attention au réflexe iliospinal. Les schémas illustrent parfaitement ces situations, myosie, pupille normale, mydriase unilatérale ou bilatérale. Maîtriser cet examen est fondamental. Abordons le réflexe iliospinal, un des signes faciaux et oculaires fondamentaux. Il se manifeste par une iridodilatation, souvent bilatérale, suite à une stimulation douloureuse latéro-cervicale ou périphérique. Cette voie nociceptive s'intègre au niveau des centres spinaux et centraux, aboutissant à cette dilatation pupillaire. Rappel crucial, il est impératif d'examiner la pupille avant toute nociception pour une interprétation valide. C'est simple et efficace. Passons maintenant aux signes oculaires, et plus précisément aux pupilles. L'image est éloquente, observez cette mydriase unilatérale, c'est-à-dire une dilatation de la pupille d'un seul œil, qui est de surcroît réactive, elle ne se contracte pas à la lumière. Ce signe est capital. Un tel tableau oriente immédiatement vers une paralysie du nerf oculomoteur, le nerf crânien 3, souvent causé par un engagement temporal du cerveau, une urgence neurochirurgicale. La mydriase unilatérale réactive d'emblée, un signe qui doit vous interpeller. Elle peut être la conséquence d'un choc orbitaire, d'une paralysie isolée du nerf 3, ou même d'un anévrisme de la carotide. Cependant, et c'est crucial, ne confondez jamais cette apparition d'emblée avec une mydriase unilatérale réactive d'apparition secondaire. Cette dernière, et je le répète, est un signe d'engagement temporal imminent et impose une prise en charge neurologique d'urgence absolue. Mydriase bilatérale, comme ici, doit toujours nous interpeller. Face à des pupilles dilatées des deux côtés, il est absolument fondamental de se demander, cette mydriase est-elle complète et surtout, est-elle encore réactive à la lumière? C'est la première étape diagnostique cruciale. Pensez également à évaluer le réflexe iliospinal. Enfin, n'oublions pas les causes graves, notamment une lésion mésencéphalique directe affectant le noyau d'édingéo-estophale, et par conséquent le nerf oculomoteur 3. Pupille. Regardez bien ces yeux, c'est un exemple parfait de myosie bilatérale punctiforme, des pupilles vraiment en tête d'épingle. Lorsque vous voyez ça, deux causes principales doivent immédiatement vous venir à l'esprit, une lésion directe de la protubérance, c'est grave, mais aussi, et c'est très fréquent, une imprégnation médicamenteuse, notamment aux opiacés. Un diagnostic rapide est vital. En neuroréanimation, la taille et la réactivité des pupilles sont des marqueurs essentiels de souffrance cérébrale. Cette topographie lésionnelle résume parfaitement les signes à observer. Les lésions diencéphaliques donnent des pupilles petites mais réactives. Au mésencéphale, elles sont moyennes et fixes, ou révèlent une mydriase unilatérale en cas d'atteinte du nerf 3. L'atteinte du tectum provoque des pupilles dilatées et fixes, tandis qu'une lésion protubérantielle est caractérisée par un myosie punctiforme. Mémorisez bien ces corrélations pour une évaluation rapide et précise. Motricité oculaire, un signe clinique essentiel. Au repos, le regard est généralement axial ou légèrement diverge, c'est un état normal. En cas de déviation conjuguée, la distinction est cruciale, une lésion hémisphérique ou protubérantielle fait dévier le regard vers le côté lésé. Par contre, une crise convulsive le dirigera vers le côté sain. N'oublions pas la déviation verticale en infraversion, souvent liée à une lésion diencéphalo-mésencéphalique, ou encore l'ocular bobbing, indicateur d'une atteinte du tegmentum. Ces observations sont des clés diagnostiques précieuses. Réflexes vestibulo-oculaires, ou RVO, sont essentiels pour stabiliser notre vision pendant les mouvements de la tête. En clinique, nous les explorons pour évaluer la fixation du regard, surtout si le rachis cervical est intact. La disparition du RVO vertical indique une atteinte au niveau diencéphalique, tandis que celle du RVO horizontal oriente vers une lésion protubérantielle. Attention, l'abolition des RVO verticales et horizontales est un signe de gravité majeure, signalant une atteinte profonde du tronc cérébral. Le réflexe cornéen, un signe facial et oculaire fondamental.
Il est déclenché par une stimulation légère de la cornée, entraînant un clignement palpébral et un larmoiement. Cette réponse cruciale s'appuie sur une boucle V7, centrée dans la protubérance, et permet d'évaluer son intégrité. Nous avons aussi le réflexe cornéo-mandibulaire, qui induit une déduction mandibulaire opposée. Une boucle VV est alors en jeu, indiquant potentiellement une lésion mésencéphalique. Ces réflexes sont des indicateurs précieux. Passons maintenant aux signes faciaux et oculaires, avec le réflexe oculo-cardiaque. Ce réflexe est simple et puissant, la compression des globes oculaires entraîne normalement un ralentissement du rythme cardiaque. C'est un mécanisme physiologique clé. Cliniquement, il est très intéressant car sa disparition sous le niveau bulbaire nous donne une information précieuse sur la localisation d'une éventuelle atteinte neurologique. Un outil diagnostique fondamental à connaître. Les signes neurovégétatifs, comme la tachypnée, tachycardie, hypertension, hypersudation et hyperthermie, sont des manifestations importantes. Il est crucial de retenir qu'ils n'ont ni valeur pronostique, ni n'indiquent le niveau précis de la lésion. Cependant, leur rôle est majeur dans le développement des séquelles fonctionnelles à long terme. Pensez notamment à leur contribution à la spasticité, aux rétractions et aux arthropathies, qui peuvent sérieusement impacter la rééducation. C'est là que réside leur véritable importance clinique. Signes généraux, des balises cruciales pour l'orientation diagnostique. L'haleine nous alerte sur des comas toxiques, qu'ils soient exogènes comme l'éthylique, ou endogènes tels l'acétonémique. L'inspection est riche d'enseignements, cyanose et hippocratisme pour le respiratoire, ictère et acide pour l'hépatique, sueur et tremblement pour l'hypoglycémie, ou encore morsure de langue et point de ponction révélant épilepsie ou toxicomanie. N'oubliez pas la prise de température, toujours essentielle. L'évaluation du pronostic est cruciale en réanimation. On analyse la profondeur du coma via le score de Glasgow, la présence de perturbations neurovégétatives, et surtout, la réactivité pupillaire. Une mydriase bilatérale réactive est un signe très grave. L'absence de réflexe cornéen ou oculocéphalique, ainsi que des signes de décérébration ou l'absence totale de mouvements oculaires spontanés, sont des indicateurs majeurs d'un pronostic sombre. Ces éléments nous guident dans nos décisions thérapeutiques. Glasgow Coma Scale. C'est un outil simple et largement utilisé, particulièrement utile en phase aiguë pour une première évaluation. Mais attention, il est souvent jugé insuffisamment précis pour suivre finement l'évolution d'un patient. Pour une analyse plus pointue de la dynamique du coma, notamment de sa déstructuration rostro-caudale basée sur les réflexes du tronc cérébral, d'autres échelles sont plus indiquées. Le Glasgow Coma Scale est un outil essentiel pour évaluer l'état de conscience. Nous le décomposons en 3 composantes clés, E pour l'ouverture des yeux, V pour la réponse verbale et M pour la réaction motrice. Chacune est scorée de manière spécifique. Par exemple, pour les yeux, une ouverture spontanée donne le score maximal. Plus le patient est réactif et orienté, plus son score sera élevé, traduisant un meilleur état neurologique. Cet outil nous guide dans le suivi et la prise en charge. Le Glasgow Coma Scale a un total théorique de 15. Un score de 15 signifie une conscience normale, mais en dessous de 7, c'est un coma. Retenez qu'entre 14 et 10, on parle de somnolence ou coma léger. En dessous de 10, c'est une inconscience. De 9 à 7, on est face à un coma lourd, et de 6 à 3, un coma profond, voire une mort cérébrale. Très utile en phase aiguë pour le transfert, il est cependant moins performant pour une surveillance prolongée. Nous allons voir les stades du coma, un gradient de profondeur crucial. Au stade 1, ou coma vigile, le patient maintient des réactions défensives adaptées à la douleur et peut même verbaliser. Le stade 2, coma léger, marque une réponse inadaptée aux stimuli douloureux. Le coma profond réactif, stade 3, révèle des mouvements de décérébration ou une absence totale de réaction, accompagnés de troubles végétatifs. Enfin, le stade 4, le coma dépassé, représente l'absence totale de réponse aux stimulations, correspondant à la mort cérébrale. Cette échelle de déstructuration rostro-caudale est fondamentale. Elle s'appuie sur l'analyse fine des signes faciaux et oculaires, inspirée par le schéma de la réticulée, pour évaluer un niveau précis de souffrance cérébrale. Sa fiabilité en surveillance est remarquable, avec une excellente sensibilité même en présence de sédation partielle. Plus important encore, elle nous offre une valeur pronostique cruciale, particulièrement au niveau de la jonction diencéphalo-mésencéphalique, permettant d'anticiper l'évolution neurologique. L'échelle de déstructuration rostro-caudale est un concept fondamental pour évaluer la gravité des atteintes cérébrales. Plus la lésion est rostrale, donc haute, comme au niveau cortico-sous-cortical,
moins la situation est grave. Par contre, plus nous descendons vers les structures caudales, comme le diencéphale, le mésencéphale, la protubérance et le bulbe, plus la défaillance des fonctions vitales s'accentue. Cette progression va du simple plus au triple plus, illustrant une gravité croissante. Cette échelle de déstructuration rostro-caudale est cruciale. Elle vous permet de suivre l'aggravation des lésions neurologiques. De la conscience claire au stade le plus sévère, observez la disparition progressive des réflexes, passant d'une motricité adaptée à une absence totale de réponse. Les réflexes photomoteurs, cornéens, et l'état des pupilles sont des marqueurs essentiels pour situer le niveau de souffrance du tronc cérébral et guider efficacement votre prise en charge. L'échelle de déstructuration rostrocaudale décrit la progression des comas d'origine supratentorielle. Mais attention, pour les atteintes pures de la fosse postérieure, elle est moins fiable. Le tableau y est souvent spectaculaire, la disparition précoce des réflexes du tronc, cependant, n'est pas toujours péjorative. Votre diagnostic et pronostic reposeront alors crucialement sur les PIP et surtout l'IRM. Retenez-le, ces examens sont essentiels. Le bilan étiologique est une étape fondamentale, exigeant une approche méthodique. Biologiquement, on cible la glycémie, l'ionogramme sanguin, la NFS, les bilans rénal et hépatique, et la coagulation. N'oublions pas la ponction lombaire, essentielle pour l'analyse du liquide céphalospinal si le contexte l'impose. Et bien sûr, le bilan toxicologique est impératif. Il peut révéler des pistes inattendues et cruciales. Chaque investigation compte pour affiner notre compréhension clinique. Bilan étiologique. Pour explorer l'origine des troubles, nous mobilisons un éventail d'investigations. Le EEG reste fondamental pour l'activité électrique cérébrale. Côté imagerie, la TDM cérébrale et l'IRM avec ARM sont incontournables pour visualiser structure et vascularisation. L'angio-TDM et le Doppler transcrânien offrent des détails précieux sur le réseau vasculaire. Gardez à l'esprit que d'autres bilans spécifiques s'ajouteront selon le contexte clinique de chaque patient. Coma toxique s'évoque devant tout coma inexpliqué. On recherche d'abord toxiques comme les barbituriques ou l'alcoolémie. Face à un coma dépassé, surtout si une overdose est suspectée, l'administration de Narcan peut confirmer l'implication d'opiacés. Les causes sont iatrogènes, comme les barbituriques induisant un coma calme et l'antidépresseur tricyclique avec ses convulsions, ou exogènes, avec l'intoxication au monoxyde de carbone, l'alcool aigu, et les organophosphorés causant paralysie respiratoire, nécessitant l'atropine comme antidote. Le coma métabolique, à l'apparition rapide, est souvent le signe d'une atteinte multiviscérale. Ces étiologies sont variées. Citons l'anoxie cérébrale, les encéphalopathies respiratoires et celles liées au déséquilibre majeur, hypoglycémie, troubles hypo- ou hyperosmolaires. Les insuffisances hépatiques et rénales sont des causes fréquentes. Pensez également à l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke par carence en vitamine B1, ou à certaines affections endocriniennes. Une approche diagnostique rigoureuse est primordiale. L'étiologie d'un coma est très diverse. Pour un coma épileptique, au-delà de 20 minutes, suspectez une complication sous-jacente comme traumatique ou vasculaire. Recherchez systématiquement les signes classiques. En présence de signes méningés, la température oriente le diagnostic. Sans fièvre, pensez à une hémorragie méningée. Avec fièvre, la méningo-encéphalite bactérienne est primordiale, la ponction lombaire étant clé. Devant une aggravation rapide, l'encéphalite herpétique impose un traitement immédiat, et n'oubliez pas le paludisme en zone endémique. Étiologie. Face à un coma avec des signes de focalisation, l'imagerie cérébrale en urgence est cruciale pour orienter notre diagnostic. Si le début est progressif, on doit évoquer un processus expansif intracrânien. Un début brutal, quant à lui, doit immédiatement faire suspecter une hémorragie cérébrale ou un accident vasculaire ischémique, souvent caractérisé par des céphalées intenses. Ces nuances sont fondamentales pour une prise en charge rapide et adaptée. Pour le diagnostic différentiel, nous devons d'abord éliminer la simulation et les affections psychiatriques, surtout si la manœuvre de Pierre-Marie est normale et tous les réflexes du tronc sont présents. Mais attention, avant de retenir notre diagnostic, il est absolument crucial de réaliser un scanner, une recherche de toxiques et un bilan biologique complet. C'est indispensable pour exclure toute cause organique et assurer une prise en charge juste et sécurisée. Notre diagnostic différentiel pour le syndrome d'enfermement, souvent dû à une thrombose du tronc basilaire, est crucial. Le patient présente une quadriplégie et une diplégie faciale, une paralysie de la latéralité du regard, et parfois une rigidité de décérébration. Mais attention, ils sont conscients,
avec la verticalité du regard préservée. Le scanner peut être normal, c'est l'IRM qui révèle le ramollissement protubérantiel étendu, confirmant le diagnostic. Passons au diagnostic différentiel, un point clé, le mutisme akinétique, typique des traumatismes crâniens graves. Le patient n'a ni motricité, ni langage, ni exécution d'ordre. Pourtant, et c'est la nuance, les yeux s'ouvrent spontanément, bougent, et ils semblent suivre du regard. Ce syndrome, souvent lié à une atteinte frontale bilatérale, peut malheureusement évoluer vers un état neurovégétatif permanent au-delà de 6 mois. Une vigilance clinique s'impose. Prise en charge immédiate implique la stabilisation des voies respiratoires, de la respiration et de la circulation, puis l'admission en soins intensifs. Vérifier et corriger rapidement l'hypotension. En cas d'HTA, abaisser la pression artérielle prudemment pour éviter l'ischémie cérébrale. Pour les patients comateux sous-alimentés, administrez toujours la thiamine avant le glucose. Et n'oubliez pas d'immobiliser le cou en cas de traumatisme jusqu'à exclusion d'une lésion cervicale. Engagements sont des complications neurologiques gravissimes, menaçant le pronostic vital. Nous distinguons principalement l'engagement temporal, caractérisé par une mydriase unilatérale et une hémiparésie contralatérale, signe d'une hernie transtentorielle. Le second est l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum, souvent une complication de lésion de la fosse postérieure, se manifestant par des crises motrices avec opistotono. Ces phénomènes requièrent une intervention urgente pour éviter des lésions irréversibles et la mort. Complications. Le pronostic des comas reste une préoccupation majeure. C'est la cause même du coma, plus que sa durée ou sa profondeur, qui détermine principalement l'avenir du patient. Et attention, le chemin vers la récupération n'est pas toujours linéaire. Le retour à la conscience passe souvent par des paliers intermédiaires, comme l'état végétatif ou l'état de conscience minimale, chacun avec ses spécificités et défis. Ces nuances sont cruciales à comprendre. Le diagnostic de mort cérébrale est établi quand tout signe de fonctionnement des hémisphères et du tronc cérébral est durablement absent. Il faut s'assurer d'une origine lésionnelle, non toxique ou métabolique. Les critères essentiels incluent un coma réactif, Glasgow 3, l'absence totale de ventilation spontanée et de réflexe du tronc. La confirmation légale exige 2 EEG nuls à 4 heures d'intervalle ou une angiographie cérébrale objective, l'arrêt de perfusion, toujours hors hypothermie ou traitement dépresseur. Le coma neurologique, c'est une urgence vitale. Sa prise en charge repose sur une approche méthodique, l'examen clinique est la clé du diagnostic et du pronostic. Il est complété par les explorations paracliniques, comme l'imagerie cérébrale et le EEG, essentielles pour localiser la lésion, identifier l'étiologie et affiner le pronostic. N'oubliez pas l'importance du score de Glasgow en phase aiguë. Toute déstructuration rostro-caudale est un signe évolutif et pronostic majeur.